Aziz, pour cette introduction. C'est donc un plaisir pour moi déjà de faire un peu plus connaissance avec une partie, j'imagine que tout le monde n'est pas là, mais de la communauté Ashoka Sahel en particulier. Merci à cette section Ashoka Sahel d'avoir offert l'opportunité de présenter un peu plus quels sont les enjeux en fait euh, autour de la biodiversité et de l'entrepreneuriat sur le continent africain. Tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être à mon tour de me présenter, ce sera peut-être plus simple. Et le premier slide, justement, va s'y atteler. Donc, moi, je m'appelle Damien Martin. Je suis basé au Bénin depuis maintenant plus de 20 ans. Et je suis actuellement, en tout cas, coordinateur du volet dédié à l'accompagnement des organisations de la société civile, partenaire d'un programme qu'on appelle Programme de petites initiatives en Afrique de l'Ouest. Ça couvre les pays de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali, du Nigeria, Bénin, Burkina. Et donc voilà, j'accompagne en fait les acteurs de la société civile qui le souhaitent sur des questions de développement organisationnel. Ce sont des acteurs qui sont investis au quotidien dans les questions de protection de la nature, au sens large, de protection de l'environnement, encore plus large. Et pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'infos sur le programme pour lequel je travaille, qui s'appelle donc PPI, c'est le logo que vous avez en bas à droite de l'écran. Est-ce que tout le monde d'ailleurs voit bien mon écran? Oui, ça va. C'est bon pour tout le monde, hein? D'accord. Et donc vous avez l'adresse du site internet www.programmeppi.org qui vous permettrait d'en savoir beaucoup plus sur le programme. Je ne vais pas m'étaler ici. Et donc, c'est un programme qui a deux composantes. Un, qui propose des subventions à des organisations à but non lucratif africaines et uniquement africaines. Et le deuxième volet, c'est le développement organisationnel. C'est sur ça que je travaille essentiellement. Voilà. Donc, ceci dit, le thème du jour est donc porté sur la biodiversité. Un certain nombre d'entre vous, je crois savoir, ont déjà probablement des connaissances sur la biodiversité. L'idée, ce n'est pas de faire une conférence à sens unique, c'est bien plutôt d'avoir un échange, surtout qu'on n'a qu'une heure, d'un échange avec vous pour essayer de voir, puisque moi, je travaille sur ces questions de conservation de la biodiversité en Afrique de l'Ouest depuis maintenant plus de 20 ans aussi, de voir avec vous quelles sont les pistes, les liens qu'on peut faire entre entrepreneuriat et biodiversité. Je suis assez convaincu qu'il y a des liens à faire, qui ne sont peut-être pas suffisamment encore forts, et que voilà, peut-être l'échange qu'on va avoir aujourd'hui permettront à certains de davantage faire du lien et de savoir peut-être qu'ils sont déjà des acteurs en fait de la conservation de la biodiversité sans le savoir, et où en changeant un tout petit peu leur pratique, ils le deviendraient et pourraient se prévaloir d'être des acteurs de la conservation de la biodiversité également. Voilà. La première question, ça paraît peut-être simple, mais peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on appelle la biodiversité? J'aurais presque envie de redonner la parole à la salle pour faire du monologue, mais vient d'être dans l'interactivité. Est-ce que quelqu'un pourrait me définir, selon lui, qu'est-ce qui serait la biodiversité? Quelle serait la définition? Est-ce que quelqu'un voudrait s'exprimer? Vous pouvez lever la main pour ceux qui veulent intervenir. Je pense que... Ou alors ouvrez directement vos micros et intervenir. Ce n'est pas une obligation, c'est comme vous voulez. Je ne vois pas de main levée, pas de... Ah, voilà. Quelqu'un veut s'exprimer, semble-t-il. Oui, c'est moi. Moi, je m'appelle M. Sané, Mamadou Lamine Sané. Oui. Je suis basé à Ziguinchor, plus précisément à l'inspection d'académie de Ziguinchor, en charge du bureau environnement scolaire. Okay. Donc, je travaille en fait avec les établissements dans la protection de l'environnement en milieu scolaire. Donc, je voudrais apporter aussi ma définition de la biodiversité. Oui. En des termes très simples, c'est la variabilité des espèces de toute origine. Variabilité des espèces de toute origine. Merci pour cette première définition. Est-ce que quelqu'un voudrait apporter une autre contribution? Ça peut aller? Merci, monsieur Mamadou, depuis Ziguinchor. Et voilà la définition alors que je propose ici, qui n'est pas forcément exclusive. Hein. On dit ici que la biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes, c'est-à-dire des habitats dans lesquels ces espèces vont se mouvoir, vivre.
Ça revient un petit peu à la définition de M. Mamadou qui disait l'ensemble des organismes euh, et des espèces, ça y est très lié. Voilà, donc si on s'est bien entendu sur cette définition, ensemble des êtres vivants et des écosystèmes, on peut maintenant distinguer deux types de biodiversité. Et là, peut-être que certains d'entre vous vont se dire, ah, moi, je travaille plus alors sur cette biodiversité plutôt que cette autre. On va distinguer la biodiversité sauvage, celle qui est à gauche. Ce sont toutes les espèces qu'on ne va pas élever ou cultiver, qui vivent en milieu naturel. Et de l'autre côté, on va avoir la biodiversité cultivée. Ce sont à l'opposé, donc toutes ces espèces qu'on va au contraire élever ou cultiver. On a ici un exemple de semences, par exemple, d'une diversité de semences de légumineuses, de haricots, de lentilles, qui prouvent à loisir qu'on cultive une diversité d'espèces. Et d'ailleurs, je crois que pour les collègues sénégalais, la diversité cultivée, en particulier les semences paysannes dans le monde paysan, font l'objet chaque année, je crois, à Jimini, d'une foire aux semences qui est assez connue en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et pour promouvoir justement cette biodiversité cultivée. Mais donc, c'est donc deux aspects différents, biodiversité sauvage, biodiversité cultivée. D'accord? On va distinguer aussi, et là plus particulièrement pardon, dans la biodiversité sauvage, on va catégoriser un petit peu la biodiversité dite ordinaire, celle qu'on rencontre quotidiennement, de la biodiversité menacée, celle qui est beaucoup plus rare, et on va essayer de voir pourquoi. Est-ce que ça va pour tout le monde? S'il y a des préoccupations, n'hésitez pas aussi à le dire. Encore une fois, on est dans l'interactivité. Ça sera avec plaisir. Alors, la question qu'on peut se poser par la suite, c'est pourquoi alors protéger la biodiversité? Pourquoi c'est un enjeu du siècle actuel? On parle de la 6e extinction de masse des espèces. Je ne sais pas si vous le savez. Et pour le coup, l'homme est au centre de cette extermination. Auparavant, il y avait des phénomènes climatiques, des phénomènes peut-être astronomiques, pardon. Il y a eu peut-être une chute d'une météorite sur Terre qui a fait qu'un certain nombre d'espèces ont disparu. Mais aujourd'hui, on met bien en cause l'espèce humaine comme étant celle qui est en train de détruire une grande diversité autour d'elle d'espèces. Et en fait, dans les hotspots africains de biodiversité, c'est pas pour rien que peut-être la section Sahel d'Ashoka est intéressée, c'est que les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest font partie des lieux dans lesquels survivent encore une grande diversité d'espèces animales comme végétales qu'il serait intéressant de protéger. Et pour les protéger, on le dit souvent, il faut les connaître. Donc la première étape, c'est d'abord de connaître cette biodiversité et ensuite, on peut alors, une fois qu'on les connaît, envisager des façons de les protéger. Alors, la biodiversité, pourquoi en fait c'est utile de la protéger? Ici, on a un schéma qui est un peu touffu. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'améliorer un peu l'animation avant de vous le présenter. J'ai préparé ça hier soir et toutes mes excuses pour ça. En fait, cette biodiversité, on va dire qu'elle nous offre tout un tas de services gratuitement. Aujourd'hui, c'est donc la nature, elle nous offre ça. Il y a les services culturels et de loisirs, c'est se promener dans des paysages qui nous plaisent, qui nous contentent, qui nous épanouissent. Ça, c'est un service que la nature et la biodiversité qui la compose, nous offrent gratuitement. Il y a la régulation des maladies. Il y a par exemple actuellement un programme dont vous avez peut-être entendu parler dans vos pays respectifs qui s'appelle One Health. C'est un concept, plus qu'un programme d'ailleurs, mais qui est décliné ensuite par différents organismes comme des programmes d'intervention. One Health, ça dit qu'il y a des liens entre la santé humaine, et on l'a vu avec le Covid notamment, la santé animale et la santé des écosystèmes. D'accord? En fait, si on prend soin, ou bien plutôt si on ne prend pas soin de l'une de ces trois composantes, il y a des risques que notamment la santé humaine un jour soit impactée. On l'a dit, une des thèses par rapport au Covid, mais pas seulement, il y a aussi les maladies de Lassa, il y a les maladies de type Ebola, etc., dont l'origine est probablement d'abord, elle est présente dans des espèces à l'état sauvage, et comme les humains se mettent à côtoyer de plus en plus ces espèces, soit à travers l'intrusion dans leurs habitats,
soit à travers la consommation, il y a des risques que ces maladies passent des espèces sauvages vers l'humain. Et des risques de pandémie à l'échelle soit d'un pays, soit à un niveau international, comme le Covid l'a été. Il y a aussi, en fait, cette biodiversité, elle va jouer des rôles de régulation des grands équilibres physico-chimiques. Vous savez que Lavoisier l'a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Toutes les matières avec lesquelles on travaille, elles sont intégrées dans des grands cycles, que ce soit l'eau, l'azote, le carbone, etc. Et la biodiversité travaille en fait cette matière et contribue à ce que ces cycles puissent fonctionner naturellement. Il y a la régulation des risques naturels. Les forêts, en particulier, composées d'une grande diversité d'espèces d'arbres, vont contribuer notamment à réduire les risques d'inondation, par exemple, d'érosion des sols, etc. Il y a le stockage, et on en parle beaucoup. Pour vous, peut-être qu'il y a des acteurs de la lutte contre les changements climatiques. Le stockage du carbone, voilà, les forêts, les hotspots de forêts guinéennes, mais aussi d'Afrique centrale, sont des grands puits à carbone. Et grâce à cette diversité d'espèces et leur capacité à stocker le carbone, elles sont reconnues au niveau international pour leur fonction sur la régulation du climat, notamment. Il y a bien sûr l'oxygène, pour les mêmes raisons. Ces forêts nous produisent de l'oxygène utile à toute l'humanité, mais aussi à tout le monde, le règne vivant. La valorisation en biotechnologie, ça c'est ce qu'on va pouvoir faire de la biodiversité, nous les humains. Le maintien de processus d'évolution. On parle souvent de coévolution. L'animal et le végétal sont en permanence en train d'évoluer l'un et l'autre au contact de l'un et de l'autre, justement. Il y a l'absorption des polluants. Un certain nombre de plantes, notamment, vont avoir cette fonction-là de pouvoir récupérer dans les eaux, notamment, desquelles elles sont en contact, des polluants qui pourraient nuire, en fait, au règne animal. Et là, elles vont pouvoir le stocker à l'intérieur de leur tissu végétatif. C'est aussi, en fait, la biodiversité, un laboratoire pour comprendre comment la vie a évolué sur Terre, pour s'en émerveiller. C'est aussi un rôle dans la fertilisation des sols. On le sait, et notamment malheureusement en Afrique de l'Ouest, une grande partie de nos terres cultivées sont aujourd'hui en baisse de fertilité, notamment parce que la vie du sol, vous savez que le sol est très vivant, d'une diversité d'espèces, justement, cette diversité d'espèces est en train de mourir à petit feu et en silence. Et malheureusement, en fait, ça entraîne des pertes de rendement agricole par la suite. Et l'utilisation, pour pallier à ça, la plupart du temps, malheureusement, d'intrants chimiques qui vont avoir des conséquences sur notre santé par la suite. C'est aussi l'épuration de l'eau. L'eau de surface notamment, mais aussi les eaux souterraines, si elles sont buvables après un passage dans notamment les nappes souterraines, c'est parce qu'elles ont été filtrées à la fois par du végétal, mais aussi les couches de sol qui se superposent et qui jouent le rôle de filtre. Il y a toute l'activité économique et touristique qu'on peut faire autour de cette biodiversité. Les grands parcs et réserves africains, mais pas seulement, sont des exemples justement de comment on peut valoriser auprès d'un public national ou international un certain nombre d'espèces à des fins touristiques. C'est aussi la biodiversité une source de matières premières, on y reviendra, sur lesquelles on peut construire, en fait, fabriquer des choses utiles à l'humanité. Une autre source d'utilité pour l'humanité sont toutes ces sources de médicaments. Il y a plein de molécules qui se trouvent dans la nature qui intéressent aujourd'hui la pharmacie, la cosmétique, etc., pour le bien-être qu'elle peut nous apporter. Il y a bien sûr, et ça c'est une fonction première dans nos écosystèmes, c'est aussi une source d'alimentation. D'accord? Et enfin, c'est une base pour la production agricole. Voilà. J'espère que ce n'était pas trop long, mais voilà un panel de choses et de services que la biodiversité nous offre au quotidien et dont on ignore parfois l'existence et qu'il est intéressant en fait de rappeler pour montrer comment on est lié en fait à cette biodiversité. Si vous enlevez cette biodiversité, l'humain disparaît très rapidement également. Alors, une autre raison en fait qui justifie le fait que cette biodiversité, il y a un intérêt peut-être à la protéger et qui montre bien les enjeux de la protection de cette biodiversité, c'est ces menaces. En
En fait, on constate aujourd'hui, malheureusement, à l'échelle mondiale, que près de 30% des amphibiens, sont les grenouilles et crapauds, sont en train de disparaître. Elles sont menacées d'extinction. Au niveau des conifères, c'est un type d'espèce d'arbre. Il y en a d'autres, il n'est pas abordé dans ce schéma. On a plus de 25% des espèces à l'échelle mondiale qui sont en train de disparaître. Je rappelle bien qu'ici, on est en train de parler d'espèces, on n'est pas en train de parler d'effectifs. Parce que si on abordait les effectifs, ça serait encore probablement plus grave. D'accord? L'effectif, c'est donc le nombre d'individus d'une espèce donnée. Là, on est sur l'espèce elle-même. On a ce qu'on appelle les récifs coralliens. Ça se passe dans les fonds marins. On l'a probablement, on a certainement des récifs coralliens au large de la Mauritanie, du Sénégal. C'est ce qui en fait peut-être aussi des zones très poissonneuses, d'accord? Mais en fait, par les changements climatiques ou l'action de la surpêche, l'utilisation d'engins de pêche illégales, etc., les récifs coralliens disparaissent par l'action humaine et donc la production halieutique, donc de poissons, par la pêche, au bénéfice des humains notamment, diminue. Et donc, on voit le lien avec le stock des poissons en dessous. Hein. Donc, les espèces de poissons, elles aussi, il y en a plus de 25% à l'échelle mondiale qui sont en train de disparaître, menacées d'extinction. Au niveau des mammifères, on est à près de 21% des mammifères au niveau mondial qui sont en train de partir. Au niveau des oiseaux, 12%. Donc là, quand on voit ce tableau-là, c'est un peu sombre, hein, ça fait quelque part peur. Et surtout que c'est un phénomène qui va très vite. D'accord? Ça s'accélère avec le temps. Plus le temps passe, plus le nombre d'espèces menacées augmente. En Afrique de l'Ouest, ce schéma nous permet de voir en fait que si on regarde la proportion d'espèces potentiellement menacées, regardez le hotspot des forêts d'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, plus c'est bleu, plus c'est menacé. Regardez, chez nous en Afrique de l'Ouest, on a une belle tache bleue, là, plusieurs taches bleues, de plusieurs bleus, qui montrent qu'en fait, notre diversité, notamment végétale, elle est fortement menacée en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a vraiment un enjeu, nous, en Afrique de l'Ouest, à probablement accélérer, amplifier les actions au bénéfice de la biodiversité. Alors, quelles sont les causes, en fait, de cette perte de biodiversité? C'est notamment la perte des habitats. L'humain veut gagner de l'espace pour cultiver, pour habiter, et au détriment, en fait, des espaces naturels dans lesquels vivent ces espèces sauvages et cette biodiversité. C'est aussi la surexploitation des ressources. Ici, on a montré un filet de pêche, mais ce n'est pas la seule explication. Il y a aussi la coupe des arbres, notamment des bois d'œuvre pour l'export. Ça va être une forme de surexploitation quand ce n'est pas bien régulé, quand ce n'est pas bien contrôlé. Je crois qu'au Sénégal, notamment, il y a un trafic avéré de bois de rose, si je ne m'abuse, dans certaines forêts, et qui part finalement à l'export. Souvent, c'est pour une bouchée de pain, c'est très mal valorisé. Ce sont des espèces qui sont interdites au niveau national d'export, hein, mais qui arrivent à trouver des filières de débouchés. Et malheureusement, au détriment en fait, des premiers bénéficiaires, normalement, sont les détenteurs du patrimoine naturel, donc les communautés rurales. Elles se voient et elles sont parfois complices, hein, mais pour une bouchée de pain, elles vont offrir leurs ressources naturelles, ne sachant pas que finalement, il n'y aura pas de retour sur un investissement, parce que ce n'est pas un investissement. Là, on vend le patrimoine ou l'héritage de nos parents, en quelque sorte, et on ne le reconstitue pas derrière. Donc finalement, c'est comme un compte bancaire sur lequel on enlève systématiquement de l'argent. À un moment donné, on est à découvert. D'accord? C'est exactement la même chose qui se passe sur nos ressources naturelles et sur notre biodiversité. Un jour, on risque d'être à découvert et dans certaines zones, on est déjà à découvert. On doit à la nature, ce n'est plus la nature qui nous doit. Il y a aussi, et vous le savez très bien, les réchauffements climatiques qui affectent certaines espèces. Certaines espèces n'arrivent plus à se reproduire autant qu'avant, n'arrivent plus à vivre tout simplement dans les milieux dans lesquels elles se retrouvaient auparavant parce que ça ne leur est plus propice. C'est trop chaud, trop sec, trop froid, etc. Il y a aussi, et ça c'est aussi lié à l'action humaine, des espèces invasives, c'est-à-dire des espèces qui n'étaient pas présentes naturellement dans les territoires, qui vont arriver par l'action humaine. Une des espèces très connues sur lesquelles un certain nombre d'acteurs ouest-africains travaillent, c'est la jacinthe d'eau.
La jacendo, c'est une plante flottante qui est à la base américaine, qui n'existe pas en Afrique de l'Ouest, qui est arrivée, je ne sais plus exactement, il y a peut-être plusieurs centaines d'années, entre un siècle et 2 siècles, en Afrique de l'Ouest, et qui s'est mis à pulluler, à couvrir en fait la surface de certains plans d'eau et cours d'eau, au détriment en fait des espèces qui vivaient déjà là. Et au détriment même de la navigation. Parfois, ça devient très compliqué de traverser certains plans d'eau parce qu'elle a totalement couvert le milieu et elle gêne en fait la navigation. Donc là, ce sont des espèces invasives. Et il va y avoir en fait la pollution de façon générale, pollution des eaux, pollution de l'air, pollution des sols, qui elle aussi affecte la reproduction ou la qualité de l'habitat des espèces, de la biodiversité sur laquelle on souhaiterait travailler aujourd'hui. Est-ce que ça va toujours? N'hésitez pas aussi, si je suis trop bavard, à le dire dans le chat, ou en tout cas à mentionner avant que les idées s'éparpillent ou disparaissent. C'est parfait, d'accord. Une question pour moi Oui, il n'y a pas de souci. En tant que novice. Parmi toutes ces espèces-là, parmi toutes ces menaces-là, il y a l'action humaine, les espèces invasives, la surexploitation, la pollution. En fait, tout ça, quelque part, sont liés un peu à l'action humaine. Et s'il y a une action qui est au top, si aujourd'hui, parmi tous ces facteurs-là qui menacent vraiment la biodiversité, s'il y a une seule chose là qu'on doit vraiment faire attention, et ce serait quoi? Est-ce que c'est peut-être les animaux, c'est la surpêche, c'est la pollution? Ce serait quoi, à ton avis? Je pense que malheureusement, en fait, les 5 là, ils sont cités systématiquement parce ils vont de pair. Ils sont tous l'objet de l'humain. En fait, c'est plutôt, je pense que si on devait travailler sur quelque chose, c'est l'humain, la relation entre l'humain et les autres êtres vivants. C'est comme ça je dirais que c'est en fait ce sur quoi il faut travailler. À partir du moment où l'humain met ça dans son logiciel, qu'il n'est pas seul et qu'il est lié aux autres d'ailleurs, complètement. Sa vie est liée aux autres êtres vivants et que s'il ne sait pas faire, eh ben, enfin, tôt ou tard, ça lui retombera sur le nez. En fait, on doit aborder, et ça sera peut-être des entreprises, des entrepreneurs sociaux ou économiques qui vont s'atteler qui vont s'atteler finalement à ces différentes problématiques sur leur territoire d'intervention. Donc, je pense que c'est une action concertée, commune qu'il faut aujourd'hui, et non juste s'attaquer à une des causes. Aujourd'hui, il faut s'attaquer à toutes les causes. D'accord? Et là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ce que je dis là, ce n'est pas nouveau. Hein. Les politiques internationales s'y attellent déjà, c'est déjà connu tout ça. Maintenant, c'est en fait comment on lui donne des moyens de s'exprimer, cette action, dans nos différents pays, et comment on soutient aussi, parce qu'on est beaucoup plus actuellement sur l'entrepreneuriat social que l'entrepreneuriat à caractère économique. Il y a peut-être aussi des enjeux à développer des solutions innovantes sur ces sujets-là. Comment éviter la perte d'habitat? Comment éviter les espèces invasives? Comment ne plus surexploiter les ressources? Comment lutter contre les changements climatiques et comment lutter contre la pollution? Voilà, là, il y a de l'innovation aussi à faire sur le continent africain. On n'est pas obligé d'attendre que tout vienne de l'extérieur. Comme je l'ai déjà dit, hein, toutes ces causes ont les humains pour responsables. D'accord? Il n'y a pas, c'est pas une cause extérieure, c'est nous-mêmes. Donc la solution, ou les solutions, elles se trouvent aussi entre nos mains. D'accord? Donc pour moi, peut-être que ce n'est que mon point de vue, hein, pour moi, en fait, si justement il y a des problèmes, le but de l'entrepreneuriat, c'est justement d'identifier des problèmes existants pour leur apporter des solutions en fonction de mes capacités, mon savoir-faire, mes connaissances. Donc pour moi, tout ça, tous ces problèmes, on peut les prendre comme une montagne de choses insurmontables, mais on peut aussi les prendre comme de la matière, un terreau favorable pour nous, entrepreneurs. Je dis nous, parce que je ne l'ai pas dit à l'entame, mais au-delà d'être consultant, je suis aussi gérant d'une entreprise qui s'appelle Perichou Sarl, donc une SARL, une société à responsabilité limitée ici au Bénin. Et donc, je suis aussi un entrepreneur dit social et écologique, mais j'ai un volet aussi économique. Voilà, donc, j'essaye d'allier en fait le social, l'environnemental et l'économique. Et si vous avez vu mon slogan, le slogan de l'entreprise,
c'est apprendre à se cultiver avec nature et sagesse. Donc, on dit bien dans le slogan même, on se positionne comme des acteurs de cette réflexion sur comment l'humain peut aujourd'hui chercher à cohabiter avec les autres vivants et développer des solutions adéquates. Alors, pour justement mieux comprendre où se positionner en tant qu'entrepreneur, je crois qu'il y a, et ça aussi c'est déjà connu dans d'autres secteurs, il y a 3 sujets qui reviennent régulièrement, c'est comment éviter les causes de la perte de la biodiversité, comment on peut les éviter, d'accord? Ça, on peut avoir une réflexion au quotidien sur ça. Et par exemple, tiens, je devais emblaver, je ne sais pas, un site, une industrie ou n'importe quoi devait se mettre en œuvre quelque part sur 13 hectares. Et finalement, tiens, sur les 13 hectares, technologiquement, si on réfléchit en fait un peu notre installation, on peut ne s'installer que sur 12 finalement. On a économisé 1 hectare, d'accord? Parce qu'on a réfléchi à la façon dont on va implanter notre industrie. Et c'est 1 hectare qu'on a gagné. On peut alors en faire des espaces dédiés à la biodiversité. Au lieu de tout bétonner, tout anthropiser, on va alors laisser une partie de notre patrimoine foncier au service de la biodiversité. Ça, c'est une façon de faire. On peut aussi, et ça c'est un deuxième axe, attaquer la réduction des causes de la biodiversité en développant de l'innovation, des technologies notamment, qu'elles soient sociales, des technologies liées aussi au domaine technique, purement technologique, mais pas seulement. Et donc, on va essayer de réduire les causes les 5 causes là, que j'ai abordées tout à l'heure, de la perte de la biodiversité. Et enfin, à l'opposé, on va essayer aussi de compenser. C'est-à-dire qu'on sait que notre action va nécessiter peut-être une perte de biodiversité. Parfois, c'est nécessaire, on n'a pas trop le choix. Maintenant, on peut se dire déjà, alors comment je fais pour le compenser? Si je l'ai perdu ici, est-ce que je peux aider quelqu'un ailleurs qui, lui, là où il est, grâce à mon soutien, va pouvoir contribuer à améliorer peut-être la quantité d'espèces qui vivent sur un espace. Est-ce que ces 3 axes qui sont proposés ici, ça vous parle? Éviter, réduire ou compenser. Ça, ce sont 3 actions que l'humain peut entreprendre, l'entrepreneur en particulier peut avoir dans son logiciel pour agir sur son environnement au service de la biodiversité. Ça va pour tout le monde? Il y aura forcément un temps de questions-réponses par la suite, hein, mais c'est juste pour me rassurer qu'au niveau de la compréhension, je ne suis pas trop brouillon. Vous êtes aussi un peu mes cobayes. Hein. Désolé. C'est la première fois que je fais un peu aussi rapidement une présentation comme celle-ci, donc j'espère qu'elle est digeste, vous me direz par la suite. Je continue. J'ai vu qu'il y a des gens qui interviennent dans le chat. On va voir ça tout à l'heure. Si vous le voulez bien, est-ce que ma présentation veut bien continuer? Voilà. Alors, pour l'entrepreneuriat, une des façons de bénéficier en fait de la biodiversité, c'est de valoriser économiquement et durablement les bienfaits des éléments issus de cette biodiversité. On parle parfois de filière pro-biodiversité. Au Ghana, par exemple, il y a plusieurs projets actuellement qui cherchent à développer des filières pro-biodiversité. Alors, ça paraît un gros mot comme ça, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. Exemple, le beurre de karité, qu'on connaît très bien en Afrique de l'Ouest. Eh bien, le karité, il est issu d'une plante, l'arbre à karité, qui ne se retrouve qu'en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un patrimoine issu de notre biodiversité. C'est une espèce ouest-africaine aujourd'hui, qui est une chance pour nous, puisque à partir de sa graine, on va pouvoir produire du beurre, un beurre qui est recherché notamment à des fins cosmétiques au niveau africain, mais pas seulement, aussi à l'export. D'accord? D'où l'intérêt de travailler sur notre biodiversité. On va avoir aussi tout un tas, notamment, d'huiles essentielles. Alors, en Afrique de l'Ouest, il y a eu des projets actuellement, je n'en connais pas trop, mais je pense qu'il y en a toujours actifs. Il y en a beaucoup à Madagascar, encore des projets de développement de filières sur des espèces malgaches pour produire des huiles essentielles qui vont être commercialisées au niveau national, mais aussi international,
parce qu'elles ont des vertus particulières qui intéressent soit le domaine de la santé ou du cosmétique. On va aussi valoriser économiquement en fait les bienfaits issus de certaines espèces de la biodiversité, comme le akpi dans les épices. Pour les Ivoiriens, je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens dans la salle, les Ivoiriens connaissent akpi, là c'est un épice très apprécié, mais qu'on ne retrouverait pas s'il n'y avait pas les forêts en fait du hotspot guinéen. C'est un arbre qu'on retrouve que là, il n'y en a pas ailleurs, d'accord? Si on veut préserver notre akpi, cher à notre patrimoine gustatif, on doit alors notamment contribuer à la préservation de l'arbre et de son milieu de vie. Il va y avoir aussi le miel et tous les autres produits alimentaires issus de notre biodiversité. Le miel, on le sait, hein, si on a ce miel, c'est parce que les abeilles vont butiner un certain nombre d'espèces. C'est vrai, elles vont butiner aussi des espèces cultivées, mais aussi des espèces sauvages. Et les vertus des espèces, des fleurs de ces espèces sauvages qui vont être butinées par l'abeille vont se retrouver dans le miel que nous, on va consommer en espérant justement jouir des bénéfices sur notre santé que le miel nous apportera. D'accord? Donc là encore, un lien évident entre économie et pardon, c'est juste une petite pause. Super, merci. Désolé. Donc voilà, et le miel va être un alicament issu de notre biodiversité ouest-africaine, notamment, qui va être commercialisable et donc l'objet de filières économiques et donc d'entrepreneuriat. On a aussi, par exemple, des espèces animales directement, comme l'holacode. L'holacode que vous connaissez probablement tous dans vos pays respectifs comme étant une bonne viande appréciée, mais de plus en plus rare, car pour beaucoup, elle est chassée, rarement en fait issue d'élevage, et pourtant, c'est une espèce qui peut s'élever et dont l'élevage, d'ailleurs, est né en Afrique de l'Ouest. Les premiers tests ont été faits en Afrique de l'Ouest, puis après se sont disséminés sur le reste du continent. Là encore, on peut valoriser ça au service de notre souveraineté alimentaire, notamment. Mais il n'y a pas que à des fins alimentaires que les espèces animales peuvent être élevées, les espèces de notre biodiversité africaine. Hein. Exemple, peut-être certains d'entre vous le connaissent, soit sous le nom de rat de Gambie, soit sous un nom peut-être local dans vos langues respectives. Ce rat de Gambie, c'est donc aussi un rat géant. On retrouve assez couramment, il n'est pas très menacé pour le moment, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Un rat qui, peut-être que vous le savez, je ne sais pas si vous reconnaissez sur la photo ici, ce qui est devant le museau du rat, c'est une mine antipersonnelle. Alors ceux qui vivent, je pense notamment en Casamance, dans les zones un peu encore conflictuelles, il arrive qu'il y ait des bombes qui n'aient pas explosé à l'issue de conflits armés ou qui ont été mis volontairement dans le sol pour nuire notamment malheureusement aux civils qui, quand ils vont aller au champ, vont mettre le pied sur les mines antipersonnelles et exploser. C'est régulièrement malheureusement aussi des civils et beaucoup d'enfants qui ne savent pas toujours que c'est un danger. En fait, quand ils vont retrouver, vous avez vu, ça ressemble à ça dans le sol. Donc, on ne sait pas toujours que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Et malheureusement, en fait, voilà, ça explose et ça crée des victimes ou des handicapés. Et donc, pour déminer, pour aller détecter en fait ces bombes sur ces territoires, on a découvert que ce rat, le rat de Gambie, avait un flair beaucoup plus développé que celui du chien. Et ça, c'est une découverte centrafricaine, enfin est-africaine exactement, qui ont découvert donc que ce rat-là africain avait cette capacité. Et si on le dressait comme un chien, ça se dresse, c'est très intelligent, ça se dresse comme un chien. Si on lui apprend à détecter ça, il va aider l'humain à identifier là où se trouvent des bombes et aider alors les démineurs à faire leur travail sans prendre de risques. Ça coûte moins cher que d'entraîner un chien, ça coûte moins cher que de nourrir un chien qui est plus gros. Et donc, finalement, à partir de ce rat de Gambie, on a un bénéfice sur l'humanité. Ça, c'est le premier usage. Un deuxième usage intéressant, toujours sur la même espèce, on a découvert qu'il pouvait servir dans les laboratoires pour détecter dans nos échantillons de sang si quelqu'un avait ou pas la tuberculose. Imaginez l'intérêt pour l'humanité. En fait, son nez, il est capable, à partir d'un échantillon de sang, de savoir si telle ou telle personne, tel ou tel échantillon plutôt, est porteur de la tuberculose ou non. Il n'y a plus besoin de réactifs qui peuvent coûter cher, qui sont peut-être venus de l'extérieur, qui ne sont pas produits en Afrique de l'Ouest, et donc dans des zones rurales. On pourrait imaginer en fait qu'un rat de Gambie, demain, fasse le travail que d'ordinaire des laborantins font
malgré eux, et peut-être pas toujours de façon très efficace. Là, au contraire, lui, il est proche de 100% de réussite quand on l'entraîne. D'accord? Ça, c'est le deuxième usage qui commence à être reconnu. Et le troisième usage, il est à des fins de sécurité civile, notamment après un tremblement de terre. On en a parlé au Maroc, par exemple, récemment, mais aussi à l'issue de combats armés quand des immeubles s'effondrent. On va avoir des victimes qui se retrouvent prisonnières des décombres sous les décombres. Et malheureusement, jusqu'à là, on utilisait beaucoup les chiens. D'accord? Les chiens ne peuvent pas en fait se glisser sous les décombres, c'est trop petit. Mais un rat, comme il n'est pas très gros en taille, il va pouvoir se glisser sous les décombres et on va l'équiper d'un micro ou d'une caméra. Et dès qu'il est formé pour ça, hein, dès qu'il va être au contact d'un humain vivant, il va activer sa caméra ou son micro et les secouristes vont pouvoir interagir avec la victime qui est sous le sol, pouvoir échanger avec lui pour connaître son état de santé, pour le rassurer sur le fait qu'ils sont en train de s'occuper de lui. Sinon, imaginez un humain coincé sous terre sans savoir que quelqu'un s'occupe de lui, il peut être très vite en train de se décourager, de vouloir se laisser dépérir. Alors que voilà, si un animal vient à son secours en l'aidant à avoir une communication avec d'autres humains, imaginez en fait la plus-value que ça peut offrir. Et bien, tout ça, c'est à partir d'une seule espèce, le rat de Gambie. On a maintenant déjà 3 usages possibles au bénéfice de l'humanité et ça s'exporte déjà. C'est avec le rat de Gambie que vous voyez ici, qui est africain, il s'exporte notamment en Asie du Sud-Est. Peut-être qu'il ira bientôt en Ukraine quand la période, les saisons lui seront favorables. Alors, imaginez ça, c'est une espèce. On a plusieurs milliers d'espèces probablement en Afrique. Imaginez si chacune de ces espèces, demain, on lui découvre des caractéristiques aussi qui nous seraient utiles pour le futur. Imaginez l'entrepreneuriat qu'il y a derrière. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'apprendre, dresser un rat, par exemple, de Gambie comme celui-ci, eh bien, ça va générer en fait des rats qui vont coûter plusieurs milliers d'euros sur le marché international. Là où, au bord du champ, le petit chasseur qui l'a trouvé, il le vend pour, je ne sais pas si vous utilisez tous le CFA ici, mais chez moi au Bénin, c'est le CFA. Avec pas plus de 500 francs CFA, le rat, il est vendu. D'accord? Et le réflexe qu'on a, c'est de le tuer tout de suite. Mais voilà, on part de moins d'1 euro à plusieurs milliers d'euros une fois qu'on l'a élevé et on lui a appris un métier. Et c'est peut-être une plus-value plus importante pour nous. Voilà, ça c'est un exemple. Il va y avoir aussi, en fait, de l'entrepreneuriat un peu technologique autour du développement de produits et de services qui ont des effets positifs sur la biodiversité, qui permettent d'éviter les conflits avec cette biodiversité. Là, j'ai par exemple mis une photo de nichoirs pour oiseaux. De plus en plus, on le sait, les villes ouest-africaines, mais pas seulement, elles s'étendent, elles grandissent de plus en plus au détriment, en fait, d'habitats favorables pour la reproduction de certaines espèces d'oiseaux qui, elles, nous rendent des services, qui vont éviter certains insectes dans nos villes, comme le moustique, qui peut-être nous sera demain un vecteur de paludisme, mais aussi d'autres maladies, la dengue, le chikungunya, etc. Eh bien, leur apporter un habitat, que quelqu'un en fait se mette à fabriquer des habitats propices pour nos espèces d'oiseaux et les propose à la vente en milieu urbain, notamment soit des entreprises, soit des particuliers qui sont sensibles à ça, ça devient une piste d'entrepreneuriat. D'accord? De la même façon, là, c'est plutôt pour chercher des solutions de cohabitation avec nos espèces sauvages dans les aires protégées, les éléphants, les girafes, les grands carnivores, etc. Ces espèces-là, elles ne connaissent pas forcément les limites de leur zone, des espaces naturels et des champs qui les entourent. Et donc, les premières victimes, la plupart du temps, ce sont les paysans qui sont autour des champs. Ce sont déjà les plus pauvres à la base. Hein. Les paysans sont malheureusement dans nos sociétés les plus mal lotis. Et donc, il y a peut-être un enjeu à trouver des solutions pour que les animaux sauvages restent au maximum dans les territoires qu'on leur a alloués et qu'ils viennent le moins souvent dans les territoires cultivés, par exemple. D'accord? Et bien, là, par exemple, on a des clôtures électriques qui sont développées aussi en Afrique pour essayer de repousser les éléphants. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres technologies qui sont aussi utilisées ou en cours de test un peu partout. Donc, là aussi, il y a libéré nos imaginaires pour peut-être développer de futurs produits et services qui seront utiles pour le futur de notre cohabitation humain-faune sauvage. Enfin, travailler sur
la conservation de la biodiversité, c'est aussi pour beaucoup d'entreprises, ça sera aussi un outil pour améliorer l'image de marque de leur entreprise. En se présentant comme des contributrices à l'atteinte notamment d'engagements internationaux et ou nationaux pris par nos dirigeants en matière de biodiversité. Le plus connu aujourd'hui et le plus récent, c'est les accords de Kunming-Montréal en 2022, qui sont un accord mondial sur la biodiversité dans lequel, à ma connaissance, je pense tous les États d'Afrique de l'Ouest ont été signataires. D'accord ? Ça veut dire que nos États se sont engagés à faire des efforts pour protéger leur biodiversité. D'accord ? Et à ce titre-là, eh ben, tout petit pas que les pouvoirs publics, mais aussi le citoyen lambda, les entreprises peuvent faire, ça sera des contributions à ces engagements internationaux que vous pourrez présenter dans votre communication. Vous devenez des contributeurs et des fois des contributeurs plus actifs que même les pouvoirs publics qui ont les moyens, dit-on. D'accord ? Donc là, profitez-en dans votre communication et c'est le cas, vous voyez les logos en bas, là c'est plutôt des entreprises françaises qui vont sur leur territoire en France présenter ça, le vendre. Elles se disent entreprises engagées pour la nature, entreprises engagées pour la nature, Act for Nature France, entreprises biodiversité tous vivants, engagées pour la nature. Vous voyez, des logos qu'ils vont adjoindre à leurs outils de communication, bien montrer à leur public, à leurs clients, que eux, leurs produits, leurs services prennent en compte soit les impacts de leur entreprise sur la biodiversité, soit sont des solutions pour améliorer la cohabitation humain-biodiversité. Voilà, ça c'est par exemple une photo qui a été prise lors de ce sommet, justement à Montréal, en 2022, qui a donné lieu à nos engagements internationaux sur la biodiversité. Alors pour ceux qui ne sont pas des entrepreneurs à caractère économique, mais plutôt des entrepreneurs sociaux, il est intéressant d'inclure aussi des activités de promotion et de protection de la biodiversité parce que ça peut améliorer la cohérence de votre projet, d'accord, mais aussi maximiser vos chances de mobiliser des partenariats. Dans un certain nombre d'appels à projets, vous verrez qu'aujourd'hui, il est souhaité en fait que ces projets-là s'attellent aussi à contribuer à la lutte contre l'extermination des espèces et donc de la biodiversité. Alors, pour vous donner un exemple, peut-être que vous le faites déjà, mais peut-être pas encore, un projet dit formulé un peu de façon standard ou basique de lutte ou de résilience contre les changements climatiques dirait « Plantons des arbres pour lutter contre les changements climatiques ». Voilà une activité qui est régulièrement retrouvée dans les projets. Et là, on vous dit, si vous voulez devenir un projet sensible à la biodiversité, ce n'est plus seulement planter des arbres, on dit planter des arbres de 10 espèces locales et menacées pour lutter contre les changements climatiques. Donc là, vous allez adresser deux problèmes de façon très claire. Un, la lutte contre les changements climatiques, mais deuxièmement, vous allez aussi promouvoir le patrimoine, la biodiversité de vos pays, et en particulier celle qui est menacée à travers vos plantations. D'accord? Donc tout d'un coup, votre projet, il prend du grade, en fait, en quelque sorte. Et on n'a pas forcément changé fondamentalement, en fait, toute la logique d'intervention. On a juste ajouté une petite plus-value qui fait la différence. Alors, si un projet, justement, entreprend d'améliorer une situation sociale, humaine, tout en apportant des bénéfices sur la biodiversité, on va lui attribuer un titre, qui deviendra demain certainement un label au niveau international. On parle de solutions fondées sur la nature. À chaque fois qu'on va trouver une solution à un problème humain qui nécessite de mettre plus de nature, on va appeler ça une solution fondée sur la nature. Et là aussi, c'est une terminologie qui est de plus en plus utilisée par nos partenaires, par nos bailleurs internationaux, et qui a du sens aussi au niveau de nos territoires, ce qui nous permet de gagner en fait en cohérence, sachant que voilà, on ne peut pas vivre sans la nature peut vivre sans nous, mais pas l'inverse. Donc, on est obligé de trouver aujourd'hui des solutions sociales ou technologiques qui nous permettent de cohabiter au mieux avec cette nature. C'est les principes du développement durable, mais dit autrement. Voilà, merci beaucoup. Je ne serai pas plus long. Merci beaucoup. Je n'ai pas regardé l'heure du tout, mais merci beaucoup pour avoir suivi ces quelques slides. L'idée, c'était donc d'avoir une sorte de socle commun de connaissances sur ce que je crois être